Automne 1529. Une gigantesque armée turque assiège Vienne. Le sultan Soliman le Magnifique a appelé au djihad, la guerre sainte. 20 000 personnes sont encerclées. La peur et le désespoir règnent dans la ville. Si Vienne tombe, le reste de l'Europe ne sera probablement plus en sécurité. Au début du XVIe siècle, Vienne est l'une des plus grandes cités allemandes. 150 km seulement la séparent de l'Empire ottoman. En mai 1529, un messager apporte la nouvelle. Une immense armée a quitté Istanbul pour assiéger et conquérir Vienne. La peur s'empare des habitants, à commencer par Peter Stern von Labach, le secrétaire d'État à la guerre. Si une bataille éclate, je ne pourrai pas combattre. Mon œil est trop faible et mes os trop fragiles. Je compte néanmoins accomplir jour après jour mon devoir en observant de près le destin de Vienne. Vienne se trouve à la périphérie d'un empire qui doit sa puissance et sa richesse à la mer. Dominer les mers, c'est dominer les routes commerciales. L'Europe s'apprête à conquérir un nouveau continent, l'Amérique. Charles Quint est le maître de cet empire. Il gouverne un immense territoire sur lequel jamais le soleil ne se couche. En Europe, Charles Quint dispute à l'Empire ottoman la suprématie en Méditerranée et dans les Balkans. Un conflit politique qui, à l'époque déjà, dégénère en guerre culturelle entre le monde chrétien et le monde musulman. C'est dans ce contexte que s'inscrit le siège de Vienne. Peter Stern von Labach est au service des Habsbourg. Secrétaire d'État à la guerre, il rédige la chronique officielle sur la défense de Vienne. Un document exceptionnel. En l'an 1529 après Jésus-Christ, le dénommé sultan Soliman, cruel tyran et ennemi juré de la foi chrétienne, fit route vers Vienne avec toutes ses armes et ses hommes, afin de vaincre et d'asservir la chrétienté. Dans sa chronique, Peter Stern décrit la menace que représente l'Empire ottoman, un territoire s'étendant des Balkans à l'Afrique du Nord, et bien plus avancé que les États européens dans son organisation administrative. Le système fonctionnait très bien de la base au sommet. On pouvait envoyer des pétitions au sultan, comme le montrent les documents d'archives. Nous avons l'exemple d'un petit paysan d'Anatolie qui avait adressé un courrier au sultan pour lui signaler certains dysfonctionnements dans son village. Des fonctionnaires d'Istanbul avaient été envoyés sur place afin de rendre justice au nom du sultan. Donc l'État pouvait intervenir aux quatre coins de l'Empire. Depuis Istanbul, la capitale, Soliman le Magnifique règne sur l'Empire ottoman. Il partage avec Charles Quint les mêmes ambitions expansionnistes.
Et comme ce dernier, il fait du conflit en Europe une affaire de religion. Soliman appelle au djihad la guerre sainte. One has to remember, of course, that the sultans did not see themselves, for Les instance, souverains ottomans ne se voyaient pas en premier lieu comme des chefs religieux, même s'ils portaient le titre de calife. Ils étaient sultans avant tout. En fait, ils se servaient de ce titre comme d'un instrument rhétorique pour proclamer le djihad et rallier les troupes autour d'un seul et même objectif. Mais il s'agissait bien plus d'un conflit territorial avec les Habsbourg que d'une guerre religieuse. En mai 1529, 150 000 soldats ottomans font route vers Vienne. Première étape, Belgrade. Mais la marche est éprouvante. Les chemins sont détrempés par de violentes averses. L'armée ottomane doit abandonner son artillerie lourde. Les hommes s'enlisent dans la boue. Dans la plupart des régions, les pluies ont détruit presque toutes les récoltes. Le prix des céréales est 20 fois plus élevé que d'habitude. Un secrétaire du sultan relate les événements dans un journal. Il plut si fort que beaucoup d'hommes se noyèrent dans le fleuve, et que quelques chevaux et chameaux furent emportés par le courant. Les gens se réfugièrent dans les arbres et y passèrent 2 jours et 2 nuits. Le journal du secrétaire ottoman est le seul témoignage turc sur la campagne de Vienne. Le seul exemplaire existant ne révèle pas le nom de son auteur. Probablement un homme qui a suivi les événements aux côtés du sultan. Tout comme le rapport de Peter Stern, ce document est une commande officielle. Il décrit en détail les difficultés de la marche turque. Même les bonnes années, les cours d'eau n'étaient pas canalisés comme ils le sont aujourd'hui. La terre n'était pas asséchée. Il y avait des marais partout. Or, pour gagner Vienne, l'armée ottomane devait non seulement suivre les cours d'eau, mais aussi les traverser, ce qui posait d'énormes problèmes. La chronique de campagne décrit toutes les difficultés auxquelles les Ottomans se sont heurtés. La marche de l'armée turque est une prouesse logistique. Après 4 mois et près de 2000 km parcourus, les troupes du sultan sont aux portes de Vienne, malgré toutes les difficultés rencontrées. La peur les précède. Les Viennois tentent de fuir à la dernière minute. Ils ne croient pas que leur ville puisse tenir. Il ne reste que 400 hommes aptes au combat. À l'avant-garde de l'armée turque, les Akinchi, que les Viennois surnomment les incendiaires. Le 21 septembre, ils arrivent aux portes de la ville, pillant, violant et brûlant tout sur leur passage. Nombre de réfugiés tombent également entre leurs mains. Les femmes et les enfants capturés par les Akinchi sont réduits en esclavage par l'armée turque. La plupart des hommes sont décapités sans autre forme de procès et l'on brandit leurs têtes empalées sur des pieux en guise de trophée. Nos soldats entrèrent dans une ferme, firent retentir le cri de guerre musulman, dégainèrent leurs sabres et matèrent tous les infidèles. Ils enlevèrent les garçons et les filles et firent un riche butin. Voilà bien une preuve supplémentaire de la grâce d'Allah. Les Viennois espèrent de l'aide, mais Charles Quint ne peut leur porter secours car il est en guerre contre la France.
À la dernière minute, il envoie 17 000 lance-quenets pour défendre Vienne. La ville compte à présent plus de militaires que d'habitants. Les lance-quenets sont des soldats de métier qui mettent leur vie en jeu pour de l'argent. Leurs mœurs sont rudes, leur attitude fanfaronne. Leur accoutrement reflète leur mépris des conventions sociales. Tout cet argent dépensé en vêtements a quelque chose de provocateur. On veut montrer qu'on a les moyens. Les lance-quenets jettent l'argent par les fenêtres. Ils le dépensent aussi vite qu'ils l'ont gagné. De plus, ils aiment avoir les épaules larges et les hanches étroites. C'est typique de leur mentalité. Les lance-quenets veulent montrer qu'ils font partie de l'élite, qu'ils peuvent tout se permettre, et aussi transgresser les conventions sociales. L'élément le plus provocateur de leur tenue est la braguette. Elle évoque un pénis en érection, symbole d'une virilité sans faille. Ils s'en servaient pour toutes sortes de choses, notamment pour y mettre leur argent. C'est d'ailleurs assez cocasse de les imaginer envahir une ville comme Vienne, puis fouiller dans leurs braguettes pour en sortir leurs pièces de monnaie. Pour payer ces 17 000 lance-quenets, l'Empire fond les trésors des églises et bat monnaie en toute urgence. Le 24 septembre 1529, 3 jours après les Akinchi, l'armée principale arrive à Vienne. 150 000 Ottomans encerclent la ville. Soliman cherche à intimider les Viennois par son faste oriental et son armée gigantesque. Il veut les amener à renoncer à toute contre-attaque. Nous informons le commandant et les autres habitants de la ville fortifiée de Vienne que s'ils deviennent musulmans, il ne leur arrivera rien. Mais si jamais ils résistent, leur ville sera, par Allah Tout-Puissant, réduite en cendres. Et tous, jeunes et vieux, seront battus à mort. Soliman n'a aucun intérêt à prendre la ville, car en vertu de la loi martiale islamique, ses soldats seraient en droit de la piller pendant 3 jours. Pour que tous les trésors lui reviennent, il faut que Vienne capitule. Il envoie donc 4 prisonniers dans la ville, chargés d'y délivrer un message. Ce message est un appel à la capitulation, condition sine qua non pour que la ville soit épargnée. Ainsi, Soliman veut conclure un marché avec les maîtres de la ville. Si nous capitulons, il ne laissera entrer aucun de ses hommes dans Vienne et ne fera de mal à personne. Mais si nous résistons, il ne reculera devant rien pour conquérir la ville et battra à mort jeunes et vieux. Pour les Viennois, cependant, il est hors de question de capituler. Le siège commence par une démonstration de force. Aucune armée européenne ne peut rivaliser avec les Ottomans pour la discipline et le maniement des armes. Pour embrasser du regard l'immense campement turc, il faut monter jusqu'au clocher de la cathédrale Saint-Étienne. C'est ici, au point culminant de la ville, qu'un peintre s'est installé pour travailler. Il exprime en images
ce que Peter Stern décrit par des mots. Les esquisses du peintre viennois sont réunies dans un document exceptionnel qui illustre toutes les atrocités du siège. Cette gravure, qui appartient au musée de Vienne, est sans doute l'un des plus importants documents. J'ai failli dire visuel, mais ce serait trop réducteur. Bref, c'est un des documents les plus importants que nous possédions sur le premier siège turc de 1529. Les attaques et les pillages aux portes de Vienne, ainsi que les événements survenus dans l'enceinte de la ville, sont représentés sur une seule et même gravure. C'est un document qui montre l'affrontement entre une ville encore médiévale et une civilisation radicalement différente. C'est aussi sous cet angle qu'il faut voir le siège turc de 1529. On a d'un côté l'Occident chrétien et de l'autre les Ottomans musulmans. Ces derniers témoignent d'un degré de développement, d'un raffinement culturel remarquable et d'un savoir-faire, de connaissances scientifiques qui forcent le respect. Quant à la société occidentale, elle est en pleine mutation, mais n'a pas encore l'ouverture intellectuelle que peut avoir la société ottomane à cette époque. À Vienne, dans les églises, toutes les horloges sont arrêtées. Les cloches cessent de sonner pendant toute la durée du siège, hormis celle de la cathédrale Saint-Étienne. Le temps est suspendu. Dans sa chronique, Peter Stern fait l'éloge du serment des combattants viennois. Les guerriers, nobles et manants, font serment de rester ensemble, de défendre jusqu'au dernier souffle la ville et ses puissants canons, et de mourir ensemble, au nom de la foi chrétienne. Mais les guerriers en question sont des mercenaires à la solde des Habsbourg, et non pas de preux chevaliers prêts à mourir pour leur religion. La bataille commence. Certes, les Ottomans ont dû abandonner en chemin leur artillerie lourde, mais ils pilonnent Vienne à l'aide de petits canons. Toutefois, ceux-ci ne constituent pas une menace sérieuse pour les remparts. Les balles qui tombent dans les rues de Vienne sont bien plus dangereuses. Elles ricochent sur le pavé et provoquent d'importants dégâts. Des trous se forment et les balles s'enfoncent dans la terre molle. Mais les Ottomans ont l'habitude d'assiéger des villes fortifiées comme Vienne. Leurs canons ne servent qu'à inquiéter et à ne laisser aucun répit aux Viennois. Ils ont une arme bien plus redoutable, la sape. Ils creusent tranchées et galeries pour se rapprocher de la ville et placer des charges explosives sous les remparts.
Les Viennois ne comprennent pas tout de suite ce qui se trame. Ils attendent une attaque qui a déjà commencé sous terre. Le principe est simple. Au bout de chaque galerie, on creuse une vaste chambre que l'on remplit de poudre. Ensuite, on ferme les chambres par un mur afin de les rendre parfaitement étanches et d'empêcher tout contre-coup dans ses propres rangs. Lentement mais sûrement, les Turcs se rapprochent de la ville. Chaque jour, chaque heure, le danger augmente. Tandis que les mineurs creusent les puits souterrains, une tragédie éclate à la périphérie de Vienne. Là encore, ce sont les Akinci qui sèment la peur. Ils manient parfaitement l'arc, leur principale arme, qui terrorise les Européens. Même les cavaliers en armure les redoutent. Ils attendaient que leurs adversaires brandissent l'épée, puis ils tiraient ici, en dessous, ou dans la fente de l'armure, la visière. Ils tiraient au galop avec une telle précision qu'ils pouvaient toucher la fente du casque. Pour les Européens, c'était une arme très sournoise qui n'avait rien de chevaleresque. Les arcs ottomans sont des armes de pointe, pouvant supporter de grandes tensions. Malgré leur petite taille, ils ont une grande portée, mais ils sont difficiles à manier. Il fallait s'exercer pendant des années avant de pouvoir bien tirer avec ces arcs. On recrutait et on formait rapidement une troupe de mousquetaires. C'était l'affaire de quelques mois. Mais il fallait des années pour maîtriser le tir à l'arc. Les Européens sont à la fois étonnés et terrifiés de voir que les Ottomans sont capables de viser leurs adversaires au galop. Au galop, il y a une phase pendant laquelle le cheval ne touche pas le sol. C'est à ce moment-là qu'il faut tirer. Sinon, on reçoit un tel coup que la flèche part n'importe où. Les Akinci pillent la région dans un rayon de 100 km. Le sort subi par les paysans préfigure le pire pour Vienne. La nuit tombée, quelques rares survivants parviennent à se réfugier dans l'enceinte de la cité. Dans sa chronique, Peter Stern note: Des milliers de personnes furent assassinées, abattues ou enlevées de manière ignoble. Les enfants furent arrachés du sein de leur mère, jetés ou transpercés de pics. Les vierges furent violentées jusqu'à la mort. Que Dieu Tout-Puissant ait pitié de leur âme et qu'il ne laisse pas les crimes commis par ces chiens sanguinaires impunis. Ce que Peter Stern écrit sur la barbarie des Akinci
imprégnera pendant des siècles l'image des Turcs en Europe. Cette citation est très révélatrice. L'expression chien sanguinaire a été utilisée pendant 200 ou 300 ans. On trouve très souvent l'image de nourrissons empalés sur les gravures turques qui faisaient alors office de journaux. Il s'agissait de gravures sur bois qui représentaient toutes les atrocités commises par les Turcs. Les nourrissons empalés sur des pieux ou sur des lances étaient un motif très populaire. De même, l'image de fœtus arrachés du ventre de leur mère était très répandue, ou encore celle de jeunes femmes violées. C'est donc une citation très révélatrice. Les atrocités du siège de Vienne sont bien réelles et confirmées par des rapports ottomans. Les fameuses gravures turques répandent la nouvelle de cette barbarie dans toute l'Europe et donnent à beaucoup une perception très partiale de l'Empire ottoman. Désormais, le Turc sera représenté comme un être foncièrement cruel, image renforcée par l'Église chrétienne qui voit son pouvoir menacé. Martin Luther fait partie de ceux qui prêchent violemment contre les Turcs. Dis-toi bien que le Turc incarne la terrible colère du diable contre le christianisme. On le voit bien à sa manière d'agir si cruelle, comme s'il était le diable en personne. En Allemagne, la guerre des paysans vient de se terminer. Ceux-ci se révoltent contre leur misère. À l'époque, nombre de soldats transfuges, mais aussi de paysans, s'installent dans l'Empire ottoman. Ils fuient un système qui ne leur offre aucune chance de promotion sociale. La société ottomane était très dynamique. Un paysan pouvait devenir pacha ou grand vizir, ce qui était très attrayant. Si l'on avait des ambitions, on avait bien plus de chances de les réaliser dans l'Empire ottoman que dans nos régions. C'était très tentant pour beaucoup d'Européens. Et les soldats ne sont pas les seuls à être passés à l'ennemi. Certaines peuplades chrétiennes des îles grecques ont également rallié le camp ottoman, estimant qu'il valait mieux vivre sous les ordres du sultan que sous ceux du pape. Bref, c'était une menace pour la société occidentale, pour la noblesse et le clergé. Et ce dernier a saisi l'occasion pour créer un ennemi extérieur et détourner ainsi l'attention des problèmes intérieurs. Martin Luther et la séparation de l'Église. Un corps de l'armée illustre bien les chances de promotion sociale qu'offre l'Empire ottoman. Ce sont les janissaires, les troupes d'élite du sultan. On en compte plus de 12 000. Nés chrétiens, ils ont été enlevés entre 12 et 18 ans dans leur village des Balkans, arrachés à leur famille et, une fois convertis à l'islam, mis au service de l'État ottoman. Ceux qui parviennent à surmonter ce traumatisme peuvent faire carrière dans l'administration ottomane et même accéder aux plus hautes fonctions de l'État. Ainsi, à l'époque, le conseiller le plus important de Soliman est Ibrahim Pacha, grand vizir turc. Enfant, il avait été déplacé d'un village albanais. Pour Vienne, la situation paraît sans issue. Puis, il se met à pleuvoir. Un froid inhabituellement précoce redonne espoir aux Viennois assiégés. Il pleut sans cesse. Et dehors, les chiens doivent mourir de froid. Mais on ne se débarrasse pas si facilement de la mauvaise herbe. Pas question de se battre par ce temps. Les tranchées et les galeries turques sont remplies d'eau. La poudre noire destinée aux explosifs est mouillée. Tant qu'il pleut, Vienne est à l'abri d'une attaque. Côté turc, le moral est au plus bas. Pendant 2 jours,
il pleut à verse. Le bivouac s'enlise dans la boue. Il faisait froid jour et nuit. Le sol était si boueux que pendant plusieurs jours, beaucoup de bêtes de somme n'ont pas pu s'étendre ni se reposer. Il pleuvait à un point qu'on ne peut imaginer. Le temps joue contre l'armée turque. L'hiver arrive plus tôt que prévu. La pluie finit par cesser. Pour Vienne, le délai de grâce est écoulé. L'épuisante guerre souterraine recommence. À présent, les Viennois savent que les galeries souterraines abritent des charges explosives. À l'aube, les Lansquenets veulent tenter une attaque afin de gêner les Turcs dans leurs travaux de sape. 2000 hommes se préparent au combat. L'entreprise est risquée. Si les soldats ne parviennent pas à trouver les explosifs turcs, Vienne sera perdue. Les Lansquenets surgissent brusquement dans les tranchées turques. Surpris, les Ottomans s'enfuient. Beaucoup se font poignarder. Mais les Viennois subissent eux aussi de lourdes pertes. Les Lansquenets n'ont pu trouver les explosifs et ils ont fait un prisonnier. Il est soumis à la question, expression utilisée jadis pour qualifier la torture. On montrait d'abord les appareils de torture aux prisonniers avant de les utiliser. On avait recours par exemple aux poussettes. Le fonctionnement en était simple. À l'aide de 2 vis, on resserrait ces plaques de métal. On plaçait des pouces à l'intérieur, puis on exerçait une très forte pression. La douleur était telle que les prisonniers ne tardaient pas à passer aux aveux. L'homme est aussitôt soumis au plus terrible des supplices. Les Viennois veulent absolument savoir où les explosifs souterrains sont entreposés. Ils savaient pertinemment que le prisonnier ne survivrait pas à un tel traitement. Ils sont allés jusqu'à lui dire « Si tu avoues, tu en auras plus vite terminé ». Ils voulaient dire par là qu'il serait plus vite mort. Sous la torture, le prisonnier dévoile les plans des Turcs. Peter Stern note froidement dans son rapport: Soumis à la question,
le prisonnier finit par avouer que les charges explosives, sur lesquelles on n'avait encore aucun renseignement, étaient entreposées de part et d'autre de la porte des Carinthiens. En apprenant cela, nos soldats versèrent de l'eau dans des bacs et postèrent des sentinelles. Les informations du prisonnier ne sont pas assez précises. Jour et nuit, les Viennois montent la garde dans leur cave. L'eau capte bien avant l'oreille humaine les secousses souterraines. Si elle ondule, c'est que l'on creuse à proximité immédiate. Les Turcs veulent faire remonter une puissante charge explosive à la surface afin d'abattre les murs de la ville. Ils s'affairent à plusieurs endroits à la fois, bien souvent dans le seul but de tromper l'ennemi. Les Viennois parviennent à repérer les explosifs turcs. Il faut faire vite à présent. On poste des lance-quenets près des pans de murs menacés. Dernier préparatif avant l'explosion. On transporte des barils de poudre noire dans les chambres souterraines. L'offensive turque est imminente. La brèche fait 30 mètres de large. Mais les Viennois sont préparés. Dans la brèche se trouvent des lance-quenets. Les Ottomans foncent droit sur leurs piques. Battus, les janissaires retournent dans le camp turc. La nouvelle de la défaite sème la consternation parmi les commandants. Après la prière de l'après-midi, on alluma une charge explosive. Quelques infidèles se précipitèrent dans la brèche. Il s'ensuivit un combat acharné. Mais comme la brèche n'était pas assez grande, on ne pouvait pas envahir la ville. Les officiers se disputent sur la stratégie à adopter. L'armée ottomane est à bout de force. Les soldats sont démoralisés et n'ont presque plus rien à manger. Même une rébellion des janissaires n'est plus à exclure. La peur de manquer de vivres était manifeste.
les commandants décidèrent de lancer une dernière attaque qui était risquée. Que la ville soit prise ou non, il faudrait de toute façon prendre le chemin du retour. Le moral des troupes turques était au plus bas. Les provisions commençaient à manquer. Il n'y avait plus assez de céréales ni de viande pour nourrir les soldats. Ils ne pouvaient plus gagner le combat. L'année touchait à sa fin. Ils savaient que l'hiver ne tarderait plus à arriver. Il avait déjà neigé lorsqu'ils avaient traversé la Hongrie. Ils n'avaient plus aucune chance. Dans le camp turc, des héros d'armes annoncent la décision de lancer une dernière attaque. Afin de raviver la combativité de ses troupes, Soliman promet au premier soldat qui franchira les murs de Vienne le grade de capitaine et une récompense de 30 000 aspres, une somme princière. Le jour de la dernière attaque, Soliman veut combattre en 3 colonnes. Mais cette fois encore, les janissaires foncent sur des piques et les hallebardes des lansquenets viennois. Le carnage dure 2 heures. Puis, les soldats turcs commencent à rebrousser chemin. Ils n'ont plus envie de se battre et ne croient plus à la victoire. Les Viennois, eux, n'osent toujours pas croire à leur victoire. Ils ne savent pas encore que le siège est terminé. Peter Stern note dans son rapport: l'ennemi a attaqué violemment, mais a très vite abandonné. Environ 350 Turcs ont été abattus, alors que, dans notre camp, seul un Espagnol a été tué et quelques lansquenets blessés. Dieu soit loué. Le danger est passé, mais la peur demeure. Le lendemain de la dernière attaque, 3 hommes sont arrêtés. Sous la torture, ils avouent qu'ils sont des agents au service des Turcs. Soliman les a chargés d'incendier Vienne à 5 endroits différents. Il voulait ensuite attaquer la ville en feu, tandis que les habitants auraient été occupés à éteindre le brasier. Les 3 civils qui étaient arrivés à Vienne le 15 octobre et qui avaient été démasqués comme étant des espions turcs furent écartelés sur la place publique et leurs membres suspendus au rempart de la ville. Mais ces hommes sont probablement innocents. Leur exécution est pure hystérie. Il fallait bien cela pour le peuple qui avait dû résister au siège et se cacher dans les caves. Mais c'est aussi par esprit de vengeance qu'on a lynché et tué ces hommes. L'écartèlement est un châtiment particulièrement brutal et infamant. En morcelant le corps d'un condamné, on rend sa résurrection impossible. C'était non seulement un châtiment pour le corps, mais aussi pour l'âme du condamné, puisqu'on l'empêchait d'aller au paradis. Et à cette époque, les gens croyaient beaucoup à l'au-delà.
Pour l'armée ottomane, la campagne se termine comme elle a commencé, dans la pluie et la boue. Le rapport du chroniqueur turc ne dit pas combien de soldats sont morts de faim ou de froid pendant la retraite. De même, le sort de l'auteur demeure inconnu. De la prière du matin à celle du soir, il pleuvait sans cesse. Certains soldats perdirent tout leur équipement lors de ces interminables averses. Les chevaux s'enlisaient dans la boue. Il régnait une misère indescriptible. Sur le chemin du retour, l'armée ottomane s'est littéralement effondrée, comme l'indique la chronique de campagne. Les hommes avaient tout perdu, leurs tentes, leurs bagages, leurs animaux. Ils devaient traverser les marécages. Ça a été un désastre total. Les Viennois récupèrent ce que les Turcs ont laissé derrière eux, mais l'euphorie de la victoire est de courte durée. Tous les faubourgs étaient rasés et brûlés. Le sol était jonché de saleté et d'excréments. La faim et la misère étaient omniprésentes. Il était rare de ne pas trouver à une portée d'arbalète un homme, un cheval, un porc ou une vache gisant mort par terre. Vienne a remporté la bataille. La rivalité n'en demeure pas moins entre les Habsbourg et les Ottomans. En tant qu'avant-poste oriental, la cité autrichienne vivra encore 150 ans dans le danger permanent. Il faudra attendre l'échec du second siège de Vienne, en 1683, pour que l'Empire ottoman amorce son déclin. L'hiver s'installe dès le départ des Turcs. Il est plus rude que d'habitude. Il n'y a pas de quoi se chauffer et encore moins de quoi manger. La moisson d'automne n'a pu être engrangée en raison du siège. Les habitants qui s'étaient enfuis reviennent. Et il faut nourrir de surcroît les nombreux lansquenets restés à Vienne. C'est dans ce contexte qu'un imprimeur, Niklas Meldemann, arrive de Nuremberg. Il veut publier un rapport sur le siège de Vienne. Meldemann rencontre le chroniqueur Peter Stern, qui lui remet une copie de son rapport. Il obtient également les esquisses du peintre inconnu de la cathédrale Saint-Étienne, dont il fera un tableau panoramique dans son atelier de Nuremberg. Meldemann ne citera Peter Stern que dans la première édition. C'est sous son nom qu'il publie ensuite le rapport, enrichi de ses propres expériences. Il ne fait aucune mention de l'auteur des esquisses. Et c'est ainsi que les deux témoins de la bataille tombent dans l'oubli. On ignore ce qu'ils sont devenus par la suite. Niklas Meldemann dit qu'il a rencontré un célèbre peintre à Vienne et qu'il lui a acheté les dessins après de longues négociations. Ce célèbre peintre, comme il l'explique, a observé la ville pendant toute la durée du siège depuis le clocher de la cathédrale Saint-Étienne et effectué des esquisses. Meldemann les lui a achetés avec ses propres deniers et les a rassemblés sur cette gravure.
Le même hiver, Niklas Meldemann retourne à Nuremberg. Son ouvrage répand dans le monde entier la nouvelle que les Viennois ont combattu la menace turco-islamique. L'image des Turcs en Europe restera ancrée de même que celle de Vienne en bastion de la chrétienté. La semaine prochaine, autre date, autre lieu, nous irons cette fois apprendre ce qui s'est passé à Magdebourg en 1631. Là, dans le nord-est de l'Allemagne, en 4 jours, furent massacrés 20 000 civils, des protestants. Un chapitre dramatique de l'histoire européenne à relire la semaine prochaine.